mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Si vous êtes sur Zouk TV, vous avez raison, ne changez pas de chaîne et surtout écoutez pour comprendre. Nous avons le plaisir de recevoir Maître Tanger, avec qui nous allons discuter et qui vous portera certaines informations et qui vous seront très utiles. Maître, mes respects. Bonsoir, Monsieur Rabin. Bonsoir à tous les téléspectatrices et spectateurs de Zouk TV. Merci de me faire l'amitié de m'inviter et c'est avec plaisir que je partagerai des éléments d'information pour éclairer les patients, les familles de patients sur les problèmes de responsabilité médicale. Voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et on va pouvoir dégager un peu le terrain. Alors, spécialisation, vous dites? Alors, mon domaine d'activité, ma matière dominante, en fait, c'est ce qu'on appelle le dommage corporel. Dans le dommage corporel, il y a les accidents de la voie publique, il y a aussi les accidents médicaux. Il y a aussi les infractions, toutes les agressions. Et donc, le dommage corporel, en fait, c'est une matière qui permet l'indemnisation des victimes, voilà, qui réglemente l'indemnisation des victimes de ces différents, on va dire, sinistres, entre guillemets. Alors, ça peut se passer au foyer, entre mari et femme, enfants et parents. Ça peut se passer au travail, entre collègues, sur la voie publique ou autre. Oui, enfin, oui, ça comprend effectivement toutes les possibilités, on va dire, qu'il y ait effectivement des dommages, que ce soit psychologique, que ce soit physique, entre toutes personnes, d'ailleurs, entre toutes personnes. Mais là, quand on est en matière de responsabilité médicale, on a d'un côté le patient, et en face, on a soit effectivement un établissement public hospitalier, oui. Voilà, soit une clinique, ou ça peut être un professionnel de santé, que ce soit des médecins, des infirmiers. Oui. Et donc, la responsabilité médicale a pour objet justement d'accompagner les patients qui ont eu des difficultés dans la prise en charge. C'est en fait mal passé, soit parce qu'on n'a pas su diagnostiquer une maladie et qui a malheureusement évolué défavorablement, ou on a diagnostiqué trop tard, soit un patient qui est hospitalisé et puis qui a loupé d'une opération. Là, ce matin, j'étais sur un dossier de ce qu'on appelle une erreur d'identitovigilance. Donc, c'est un enfant qui se fait mal, une coupure à la main, donc il est hospitalisé pour effectivement une suture, et puis le médecin confond avec un autre enfant qui devait être opéré des amygdales. Alors. Et voilà que cet enfant, on opère des amygdales alors que ses amygdales allaient parfaitement bien. Donc c'est ça la responsabilité médicale. Donc ce sont des patients qui sont hospitalisés et une erreur d'opération, une erreur dans les soins, ça peut être aussi effectivement dans les médicaments aussi, dans la médication, il peut y avoir. Donc, le but, effectivement, c'est d'accompagner les patients, surtout quand ça a des conséquences sur leur santé. Parce qu'a priori, quand on va à l'hôpital, on espère sortir en allant mieux et pas en allant moins bien. Et puis, ça a aussi souvent des répercussions sur la vie professionnelle, vie personnelle. Et donc, alors, on ne va pas, c'est pas une matière, on ne va pas remettre totalement la personne dans son état initial. S'il fallait couper la jambe gauche et qu'on s'est trompé, qu'on a coupé la jambe droite, on ne va pas pouvoir la recoller. Mais on va essayer quand même, en indemnisant la personne, de la remettre au mieux, au plus près, en tout cas lui donner les moyens de continuer à vivre en atténuant au maximum les difficultés matérielles. Alors judiciairement, ça se déclenche comment? Il y a une expertise, la personne vient vous voir, comment ça se passe? Alors il y a plusieurs étapes. Bon, bien sûr, effectivement, ça commence par la demande qui est faite par le client, le patient.
qui se présente effectivement, qui prend rendez-vous chez son avocat. Bon, ce que les gens ne font pas assez, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de patients qui... Bon, on a encore cette manière de voir un petit peu médecin. En fait, pas qu'à les gens de moi pour lui. Voilà, il y a cette idée-là aussi, tout à fait, que les gens ont l'impression que c'est un combat perdu d'avance, qu'ils ne font pas forcément. Mais c'est à faire parce que, d'une part, effectivement, très souvent, à partir du moment où les choses sont établies, avérées, il y a quand même... on gagne quand même, hein, voilà. Et puis aussi, c'est une manière aussi pour le médecin, pour l'hôpital, etc., de les appeler à plus de vigilance aussi. Donc, on ne peut pas se contenter, supporter ces difficultés et ne pas disposer de voies de recours, d'autant, effectivement, comme vous disiez, il y a pas mal de possibilités qui sont prévues par la loi. Alors, on a le cas physique, mais on a aussi le cas psychique, le cas psychologique. Celui-là est beaucoup plus lourd. Alors, oui, enfin, dans la responsabilité médicale et dans le dommage corporel, effectivement, il peut y avoir à la fois un retentissement psychologique. Hein, il y a forcément, parce que les gens sont souvent traumatisés hein, quand même, lorsque un accident médical survient. Hein, c'est un traumatisme pour le patient, c'est aussi un traumatisme pour l'entourage. Et puis, il y a aussi des cas beaucoup plus graves, hein, parce qu'il peut y avoir aussi des décès lors d'opérations ou de prise en charge. Hein, il y a aussi, effectivement, des infections aussi, hein, parce que des patients contractent. On sait que l'hôpital, malheureusement, malgré toutes les politiques sanitaires, il y a quand même... C'est quand même un lieu où on contracte, le patient peut contracter ce qu'on appelle des infections nosocomiales. Hein. C'est des infections qui surviennent, effectivement, dans le cadre de la prise en charge en établissement. Alors, qu'est-ce qui prouve que j'ai eu cette maladie? C'est une expertise que vous diligentez, c'est le juge qui le fait, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs voies en fait, mais c'est vrai qu'il faut une expertise parce qu'en matière de responsabilité médicale, la règle, c'est que c'est la victime, le patient qui doit apporter la preuve de son dommage et de ses préjudices. Donc, mais le patient, il n'est pas médecin. Non. Et son avocat n'est pas médecin non plus. Donc, il faut forcément, et en face, il y a quand même des médecins, un hôpital, enfin, ils ont des moyens qui ne sont pas ceux du patient. Hein. Voilà, donc la première étape, effectivement, qui est de solliciter une mesure d'expertise médicale qui va permettre la désignation de médecins dans la spécialité, très souvent dans la spécialité qui est en cause, pour pouvoir apporter des réponses sur, effectivement, la qualité de la prise en charge. Est-ce que cette prise en charge a été conforme aux règles de l'art, conforme aux données acquises de la science à cet instant T, et expliquer aussi, donc, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est une erreur, est-ce que c'est un aléa thérapeutique, c'est-à-dire la faute à pas de chance, voilà, et qui est responsable, en fait. Et ensuite, en dernière étape, d'évaluer tous les préjudices que ça cause au patient, à la fois au niveau de sa santé et puis dans sa vie personnelle et professionnelle aussi. Alors, chronologiquement parlant, ça se passe comment? On vous voit, oui. Ensuite, vous demandez une expertise, le tribunal demande une caution. Pas forcément comme ça. Alors, le patient, effectivement, il me voit déjà. Donc, on regarde ensemble déjà ses pièces, hein, parce qu'il faut d'abord avoir son dossier médical. Donc, il faut bien conserver toutes les pièces médicales, les comptes rendus opératoires, les comptes rendus d'hospitalisation, les bulletins d'entrée, de sortie, les ordonnances. Il faut vraiment tout garder. Un dossier, un bon dossier. Son dossier médical. On a aussi la possibilité, et c'est ce que je fais toujours, c'est aussi de solliciter de l'hôpital, de l'établissement, une copie du dossier médical du patient qui est dans l'établissement, qui est un dossier qui est beaucoup plus complet. Il y a plein de soins, en fait, toute la prise en charge, par exemple,
ce qu'on appelle les transmissions ciblées, c'est-à-dire la prise en charge quotidienne par les infirmiers, etc. Tout ça, on ne le donne pas si on ne demande pas la copie du dossier médical. Donc, copie du dossier médical d'abord. Ensuite, on regarde ensemble, a priori, s'il y a matière ou pas à poursuivre. Alors, il y a ce que je fais aussi. Je peux soumettre le dossier médical avant de décider d'agir. Hein. Il y a des médecins. Je peux aussi prendre un expert qui va regarder le dossier en amont et qui va me dire, bon, effectivement, je pense qu'il y a telle chose qui n'a pas été, il y a un problème dans la prise en charge, ou a priori, la prise en charge est conforme et qu'il n'y aurait rien. Et que, bon. C'est une pré-expertise. Si vous voulez, c'est une pré-expertise. En fait, c'est une manière d'apprécier l'opportunité parce que ça représente quand même un coût hein, pour les clients. Hein, donc, c'est pas bien d'exposer les gens à des coûts. Il y a des honoraires, il y a le coût de l'expertise, et puis d'exposer des gens à des coûts tout en sachant que peut-être que le dossier ne va pas aboutir. Donc, il y a cette possibilité-là. D'abord, une fois qu'on a le feu vert ou que les choses paraissent évidentes aussi, je passe pas toujours par des pré-expertises. Hein. Des fois aussi, dans le dossier, on lit, on voit qu'il y a quand même un endroit où c'est mentionné que bon, il y a eu un problème médical, il y a eu une erreur qui a été commise. Hein, ça apparaît des fois dans le dossier. Donc, et puis la personne peut aussi, par son médecin traitant aussi, hein, qui peut aussi faire une analyse, en tout cas donner son sentiment sur ce qui a pu se passer ou pas. Et donc, ça motive. Alors, il y a plusieurs voies. Il faut savoir qu'il y a donc une voie amiable, une procédure amiable, qui est intéressante parce qu'elle est moins coûteuse pour le patient. Donc, c'est ce qu'on appelle la commission d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Donc, c'est un organisme qui a été créé par l'État et qui permet à la victime de bénéficier d'experts, des experts de qualité gracieusement. Donc, on saisit cet organisme-là, on envoie le dossier, on envoie les pièces, on dit de quoi, enfin en tout cas de quoi on souffre, hein, et on parle du dommage, on parle des préjudices. Et donc ce dossier sera déclaré, il y a des critères, hein, une fois que ce dossier est déclaré recevable, on a une décision qui nomme des experts. Alors, ça s'appelle la CCI. Ils ont une liste d'experts agréés, spécialisés dans les différents domaines médicaux. Et donc, ils envoient des experts. Ce qui est intéressant, d'abord, ils prennent en charge tous les frais. Donc, parce qu'il faut savoir quand même que des expertises en matière médicale sont assez coûteuses. Hein. On est, en fonction de la spécialité, 3 000, 4 000, voire 5 000 euros des fois. Hein. Donc, et l'assurance n'intervient pas à ce moment si le patient est assuré. Si le patient a une assurance, oui. Si le patient a une bonne protection juridique et puis aussi parallèlement ce qu'on appelle une garantie d'accident de la vie ou d'accident corporel qu'on a souscrit auprès d'une assurance et qui prévoit effectivement la prise en charge de ces frais-là. Donc, c'est une très bonne chose, hein, évidemment. Donc, le patient a intérêt à être assuré dès le départ. Je pense que c'est utile. Je pense que c'est utile, effectivement, de prévoir une assurance quand même. Hein. Il y a des assurances qui comprennent l'indemnisation des erreurs médicales. Hein. Donc, il faut voir avec son prestataire d'assurance. Et puis, donc, des experts, donc, alors beaucoup d'experts, bien entendu, ils viennent de l'extérieur, hein, parce qu'il y a une question aussi de, j'allais dire, il y a la spécialisation, mais il y a aussi le fait que quand je mets en cause le CHU, je suis obligée de prendre des médecins extérieurs, parce que, bon, on est dans un microcosme quand même, où, voilà, les gens se connaissent, donc pour assurer une certaine neutralité, indépendance, voilà, donc ils font venir les experts. Et donc, on est convoqué, on organise effectivement ce qu'on appelle un accédie. Donc, on se retrouve avec le patient, son conseil, son médecin recours. En face, on a le médecin qui est responsable,
le médecin aussi qui est désigné par l'assurance de l'hôpital, par exemple si c'est un hôpital, enfin bon, toutes les mises en cause viennent assister. Et effectivement, cette expertise permet donc de reprendre donc, le cours, j'allais dire le cours de la prise en charge médicale. On auditionne la personne, etc. Et chacun donne son point de vue. Et les experts, bon, ils ont eu au préalable les pièces médicales, donc ils ont déjà leur idée, hein, ils savent déjà ce qui a pu se passer ou pas. Après, ils demandent des précisions. Et lorsque tout ça est terminé, ils rendent un rapport avec leurs conclusions. Et là, effectivement, en fonction des conclusions, alors la conclusion, c'est quoi? Là, il y a une faute médicale qui a été commise. Là, c'est un aléa thérapeutique, c'est-à-dire que les choses ont été faites dans les règles de l'art, mais il y a eu une mauvaise réaction un peu, parce que bon, chacun est différent. Hein, voilà. Pas tous égaux, le patient n'a pas bien réagi au traitement. On n'a pas d'explication, mais il n'y a pas de faute. Là, c'est une infection nosocomiale. Là, c'est un accident iatrogène, c'est-à-dire c'est un médicament, ça a été surdosé, etc., où on a mélangé des médicaments qu'il ne fallait pas, etc. Et donc, à partir de là, il y a une commission qui se réunit. Donc, on a une commission anti-Guyane de la CCI. Et avec ce rapport, donc l'avocat, avec son client, on se présente devant cette commission et on formule des demandes. Des demandes, voilà, il a été constaté qu'il y avait une faute, cette faute a eu telle conséquence, voilà ce qu'on demande à indemniser pour le patient. Et après des débats, cette commission rend un avis dans lequel effectivement elle confirme qu'il y a effectivement un accident médical qui est survenu. Elle confirme effectivement les dates de consolidation, il y a les taux, etc. Enfin, elle précise les préjudices indemnisables et surtout qui doit indemniser. C'est-à-dire, est-ce que c'est le médecin, est-ce que c'est l'assurance, est-ce que des fois c'est partagé parce qu'il peut y avoir plusieurs médecins qui sont intervenus. Il y a peut-être quelqu'un qui est passé en clinique avant, après il y a la prise en charge en établissement public hospitalier, donc il peut y avoir un partage de responsabilité. Celui-là, bon, c'est vrai qu'il avait commis une faute, mais dans le suivi aussi, il y en a d'autres, etc. Donc ça reste quand même assez complexe. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. Ça, c'est donc la voie amiable à travers donc cette commission d'indemnisation des victimes. Ça peut être aussi, quand on est en matière d'aléa thérapeutique, par exemple, il y a un fonds de garantie. Parce que l'aléa thérapeutique, c'est la faute à pas de chance, il n'y a pas de responsable, de personne fautive. Mais il y a quand même là un patient qui a subi des dommages avec un certain niveau de gravité. Et donc là, c'est un fonds de garantie qui est une forme d'assurance, si vous voulez, et qui va indemniser le patient. Ça, c'est dans le cas d'hospitalisation. C'est bien... Alors, c'est pas seulement l'hospitalisation, c'est tous les contentieux avec de collègue à collègue, par exemple? Non, pas de collègue. Là, ça, c'est patient, hôpital ou médecin de ville aussi. On est dans un milieu médical, hospitalier et autres. Voilà. Et dans le cas, par exemple, d'une agression faite par un collègue, faite par quelqu'un qui vous agresse au bureau... Non, mais ça, c'est autre chose. On n'est plus en responsabilité médicale, là. Là, on va au pénal, mais le préjudice que vous subissez physiquement. Oui. Il y a une indemnisation qui est prévue par le juge en civil. Alors, bon. Donc, on a fait déjà l'amiable. On a vu déjà l'amiable avec cette procédure devant la CCI. Après, il y a aussi l'amiable à travers les assurances, hein, parce que bon, on n'est pas obligé, le patient peut ne pas passer par la CCI, mais si l'assureur, par exemple, de l'hôpital reconnaît effectivement qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il va mandater un médecin expert qui va faire un rapport, et après, on peut discuter aussi en fonction des conclusions, faire une transaction pour l'indemnisation du patient. Donc ça, c'est l'amiable. Et lorsque c'est pas amiable, on va en contentieux. Devant le juge. C'est pas forcément parce que c'est plus compliqué, mais bon, on a la liberté. Puis il y a des stratégies aussi. Est-ce qu'on va aller amiable? On en discute. Hein. Ou est-ce qu'on a intérêt à aller en procédure, par exemple?
Donc il y a plusieurs voies. Parce que bon, si c'est un médecin de ville, si c'est une clinique, ben là on est obligé d'aller devant le juge judiciaire. Et si c'est un hôpital public, on va devant le tribunal administratif. Donc ça, c'est déjà deux voies et qui n'avancent pas au même rythme. Donc au civil, ben, il faut l'expertise. Donc on est obligé de faire une procédure, ce qu'on appelle une procédure de référé, expertise, pour expliquer au juge des référés, qui est le président du tribunal judiciaire, pièce à l'appui, effectivement, ce qu'on pense qui s'est passé, etc. Donc il y a eu un dommage qui a été subi par un patient. Les personnes qui sont mises en cause, bien sûr, sont à traite devant ce tribunal, hein, et ils viennent avec leur avocat aussi. Et donc, on demande au juge de désigner un médecin expert de telle spécialité à l'effet, effectivement, d'évaluer, pareil, les dommages et les préjudices du patient. Donc, ça, c'est donc le juge des référés. Donc, après, on retombe dans la même organisation pour l'expertise, le médecin expert, les pièces du dossier qu'on réunit, qu'on échange contradictoirement, puisque bon, on a les avocats en face, donc on a l'obligation d'échanger les pièces. Expertise, rapport d'expertise, et puis alors après il y a aussi la voie, soit on retourne devant le juge, mais là c'est le tribunal judiciaire qui statue au fond, pour dire, bon, ça y est, le rapport, voilà les conclusions du rapport, voilà ce qui s'est passé. On demande qu'on reconnaisse qu'il y a une faute ou qu'il y a une infection nosocomiale ou qu'il y a un aléa thérapeutique, la personne responsable, et puis on fait des demandes pour les différents préjudices qui ont été évalués préalablement par l'expert. Donc c'est ça. Tout ça ne se passe pas, on peut dire, dans un laps de temps court. Ça demande du temps très long. C'est long. Et on peut, toi, en face, avoir un adversaire qui fait de la procédure. Ça, oui. Mais, bon, déjà, ce qui rend le temps long, c'est déjà pour pouvoir donc liquider les préjudices corporels d'une personne, il faut que son état soit à un moment stabilisé. Ce qu'on appelle la consolidation. Tant qu'elle n'est pas consolidée, on ne peut pas évaluer ses préjudices définitifs. On ne sait pas, est-ce qu'il va récupérer bien, est-ce que il y aura une boiterie, est-ce que... Voilà. Donc, tant qu'à un moment, la consolidation, c'est un moment où on dit, il n'y a plus rien à faire, hein, ça va rester comme ça. Quand vous dites consolidation, psychologique. Ça peut être physique, ça peut être psychologique aussi, ça dépend donc des dommages qui ont été subis. Donc déjà, la consolidation en fonction de l'infection, en fonction du problème médical qu'il y a eu, c'est plus ou moins long. Hein, voilà. Donc il y a ça qui joue sur les délais. Mais cette consolidation, on peut déjà être passé devant une expertise qui met le pourcentage de préjudice. Alors, une évaluation. Alors, il peut y avoir des cas où, effectivement, on arrive à l'expertise et le patient n'est pas consolidé. Oui. Donc, l'expert peut effectivement faire un rapport provisoire et évaluer les préjudices avant consolidation déjà. Il peut même dire, on peut penser qu'après, il va rester tant de pourcentage d'invalidité. Voilà, donc ça, ce qui permet déjà d'avancer un petit peu parce que on peut déjà, sur la base de ce premier rapport, demander déjà des avances, hein, des provisions pour le patient qui se retrouve en difficulté. Mais ça, c'est... Voilà, il faut à un moment, on dit, vous êtes consolidé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas guéri, mais il n'y a plus rien à faire. Après, il peut y avoir des soins de confort, un peu de kiné pour avoir moins de douleur à droite à gauche, mais bon, il n'y a plus de grosses opérations. Ça, c'est consolidé. Donc, à partir de cette date-là, on peut commencer à faire les étapes, expertise, etc., jusqu'à la fin du dossier. Donc, c'est ça qui rend. Et puis après, les procédures, elles sont longues parce que les tribunaux sont encombrés. Voilà, c'est comme ça. Hein. On peut tomber devant des situations où tel patient est passé devant la commission qui a défini, dire que bon, elle a été, il y a un préjudice de 20, 30, 40%, enfin, je crois que c'est... Oui, c'est le déficit fonctionnel permanent, oui. Et en face, l'adversaire qui n'admet pas, qui continue à faire de la procédure, oui, ça devient très long. Oui, c'est vrai. Et
le dossier arrive devant le juge, en instance, pour évaluer le préjudice. Et face à ça, comment ça se passe? Une fois que vous êtes devant le juge qui enfin a tous les éléments en main. Une fois qu'on est devant le juge qui a des éléments en main, il fait son travail de trancher. Hein. Il a des éléments qui lui permettent... Donc, bon, le travail du juge, c'est de faire quoi? Chaque partie développe ses arguments. Hein. Oui. Donc, moi, si j'estime effectivement que mon rapport dit que tel médecin a commis telle faute dans la prise en charge, etc., donc j'explique au juge. Voilà ce qui est dit, parce que le juge n'est pas médecin non plus. Donc voilà, on explique, on met à l'appui aussi les règles juridiques qui s'appliquent aussi, voilà, pour obtenir au juge qu'ils reconnaissent, par exemple, qu'il y a une faute médicale qui a été commise, et de dire que c'est telle personne qui est responsable de ces fautes-là. Et puis aussi, il a son travail. Après, je fais les demandes, c'est-à-dire j'ai la liste des préjudices qui ont été évalués par l'expert. Alors, l'expert va évaluer ça en pourcentage. Et le travail de l'avocat, c'est de transformer ça en chiffres, en euros, quoi. Bon, voilà, donc je fais mes demandes. Et donc, le juge a les éléments, il a les justificatifs, il a le rapport. Il y a aussi des factures. Hein. Les gens ont exposé des dépenses de santé. Certaines dépenses de santé sont restées à la charge. Tout ça. Toutes les dépenses. Les arrêts de travail, les pertes de salaire à cause de ce problème de mauvaise prise en charge. Certaines personnes perdent leur travail, ne peuvent pas reprendre le travail. Voilà. Des fois, on se retrouve handicapé. Il faut adapter le logement. Il faut un véhicule aussi, adapter un véhicule, parce que voilà, il faut acheter un véhicule dans lequel il faut faire entrer le fauteuil roulant, etc. Tout ça, c'est ce travail-là. C'est comptabilisé. Voilà, c'est chiffré, c'est évalué. Alors, il y a bien entendu, on a des outils pour ça, puisque bon. Et donc, le juge fait son travail, il applique, il vérifie d'abord tout l'argumentaire, il regarde si ça tient la route, il regarde s'il y a des pièces à l'appui. Il regarde si, et puis il fait son travail de trancher, il va fixer, il va dire, pour tel préjudice, par exemple, les souffrances endurées par la personne, l'expert a évalué ses souffrances à 5 sur 7 ou 3 sur 7. Ça correspond en général, parce que, à force de pratiquer, les tribunaux ont quand même... on va dire, des référentiels. Donc, on sait que là, c'est telle fourchette entre ça et ça. Comment? Vous avez un abac. Oui, on peut dire ça. Et donc, c'est le juge qui fixe les montants qui seront alloués finalement à la victime, au patient. Alors, quand le juge il a décidé, il remet son... C'est un arrêt? Alors, c'est un jugement, on est devant le tribunal judiciaire, oui. Il remet son jugement fixant le préjudice commis par l'adversaire sur l'autre personne. En général, puisque à chaque fois, on a tendance à faire appel. Est-ce que ça, c'est... Alors, pas systématiquement. Quand les choses Prenons sont le cas bien... de spécialiste des appels. Oui. Non, en général, très franchement, en tout cas de ma pratique, il n'y a pas... S'ils reconnaissent, quand il y a une expertise avec des bons médecins qui ont dit des choses, ils reconnaissent que il s'est passé, que ça s'est mal passé, ils font le nécessaire. Ils ne s'amusent pas à faire du dilatoire. Voilà. Après, il peut y avoir des appels qui sont formés parce qu'on va considérer que le juge a accordé des indemnités trop importantes, le juge a pris en compte un préjudice qu'on considère qui n'existe pas ou qui n'est pas constitué. Donc ça, alors oui, ça allonge encore le délai, parce que quand on monte en appel, c'est encore au mieux 2 ans, voire plus, bien sûr. Mais est-ce que la victime peut faire une demande d'exécution provisoire? Alors maintenant, c'est prévu, puisqu'il y a eu cette réforme qui pose que l'exécution provisoire est de droit.
Donc, effectivement, il y a maintenant l'obligation, parce que c'est vrai qu'on s'amusait à bloquer un petit peu le système. voilà, le système en format appel et en faisant attendre les personnes, mais ça, c'est pour toutes les matières. Hein, et donc, effectivement, donc on est obligé, avant, de quand même payer. Et on forme l'appel et on attend. Alors, généralement, bon, les paiements vont en CARPA de l'avocat, puisqu'on a une caisse pécuniaire autonome des avocats qui a vocation à recevoir les sommes qui sont versées par les assureurs pour nos différents clients. Et donc, quand c'est en appel, bon, on bloque quand même, parce qu'il faut attendre la décision de la Cour d'appel derrière, qui peut, on espère, allouer plus, ou en tout cas maintenir les mêmes montants, mais ça peut arriver aussi que l'adversaire soit suivi et que le montant de l'indemnisation soit diminué. Donc là, il faut restituer. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même être prudent. Quand le dossier va en appel, en général, on ne fait pas encore les paiements, on attend une décision définitive. Mais en cas d'insolvabilité de l'adversaire, il y a une caisse qui... Alors, bon, là, les adversaires que j'ai en matière de responsabilité médicale, en général, ils sont solvables, puisque ce sont des assurances. Les médecins sont assurés, les médecins sont assurés. Que ce soit votre médecin généraliste, l'ophtalmologiste, les médecins sont assurés, les hôpitaux sont assurés, les cliniques sont assurées. Donc, en général, moi, j'ai toujours... quelqu'un de solvable en face. Hein. Donc, heureusement pour mes clients, heureusement pour les patients d'ailleurs. Hein. J'ai pas eu de cas, en tout cas dans ce domaine-là, j'ai pas de cas où on s'est retrouvé. Mais ce sont des cas qui existent. Oui, mais ça c'est dans les litiges entre particuliers. Oui. Alors bon, en fonction de la matière, il peut y avoir effectivement des fonds qui prennent le relais. Par exemple, si on est en matière d'infraction, par exemple, une victime qui a été agressée et qui obtient une indemnité qui est allouée par le tribunal correctionnel, et que, en face, souvent, on a des auteurs qui ne sont pas solvables. Effectivement, à ce moment-là, il y a un fonds d'indemnisation qui va effectivement faire l'avance et puis qui fera son affaire d'essayer de rentrer dans ces fonds par la suite en poursuivant la personne. Non, parce qu'on le voit, par exemple, en matière d'accident automobile, on tombe sur un adversaire qui n'est pas assuré. Oui, ça c'est... Oui, mais là... Les dégâts... Oui. Mais là, il y a un fonds d'indemnisation. Oui. Fonds de garantie pour les accidents automobiles. Oui, tout à fait. Il prend en charge. Oui, parce qu'en fait, comme je vous dis, dans notre vie, on tombe sur des différents cas, des accidents de partout. Ça peut être un cas volontaire, une agression, un cas volontaire. On a même eu des cas où la personne demande à son assureur, des années après, de prendre en charge sa propre attaque. Ah oui, mais ça... Oui. Non, il y a de tout dans le système. Tout à fait. La seule chose, c'est qu'en fait, il faut que non seulement le patient, mais le client, le justiciable, qui perde cette habitude de dire « faites pas qu'à une raison de vous Paul », il y a des avocats spécialisés dans le domaine, il faut les saisir. Il faut se renseigner d'abord. Il ne faut pas hésiter à prendre une consultation, même si, par la suite, on prend quand même une consultation, et puis après, on décide si on donne suite ou pas. Mais il ne faut pas rester... dans son petit coin. Voilà, c'est ça. Alors on n'a pas parlé encore du tribunal administratif. Hein? Alors là, c'est encore très long, ça, ce volet-là. Oui. Parce que là, c'est un débat écrit. Tout à fait. Papier. Oui, mais c'est en fait le mécanisme est le même. Hein? Oui. On saisit d'abord effectivement le président du tribunal administratif d'une demande d'expertise. Donc le tribunal administratif va désigner expert, consignation, rapport, tout se fait de la même manière. Et puis on revient après dans un tribunal administratif qui statue là au fond, sur effectivement la reconnaissance de la responsabilité aussi, et puis l'indemnisation des préjudices des victimes. Oui.
Et là, on est dans le même processus. La victime n'est pas solvable. Donc on pas la victime, l'auteur. Pas la victime, excusez-moi. Oui, mais c'est pareil. L'auteur. On a des assurances en face, donc en général, non. En général, oui, non. Les médecins sont assurés, les hôpitaux sont assurés, ils sont bien assurés d'ailleurs. Alors l'autre cas qui peut se présenter, une victime qui vous dit, j'ai pas les moyens. Comment ça se passe? Alors, une victime qui n'a pas les moyens, on s'organise avec son avocat. Moi, je parle pour moi, comment je fais. D'abord, on a la possibilité de faire une demande d'aide juridictionnelle déjà. Donc, qui peut être intéressant aussi pour la victime, parce que là, les frais d'expertise sont pris en charge par le Trésor public, oui. donc par l'État, enfin en tout cas, c'est le contribuable aussi, ceux qui peuvent contribuer. Donc, il y a cette possibilité-là, au niveau donc, des demandes d'expertise, dossier d'aide juridictionnelle, il n'y a pas de difficulté à partir du moment où on remplit les critères qui sont prévus, notamment sur les revenus. Donc, ça se fait, oui. C'est une convention de transaction entre le justiciable et vous. Alors ça, c'est une autre étape. C'est une négociation qui est faite entre ces deux parties. Comment ça se passe? Non. Alors, c'est une autre étape. Bon, l'aide juridictionnelle, c'est l'aide juridictionnelle. L'avocat n'a pas le droit de demander d'argent. Non, nous sommes d'accord. Quand on a Mais... Après, ce qu'il y a, c'est que il y a certains dossiers quand même où ça représente une charge de travail et l'aide juridictionnelle ne suffit pas, ne couvre pas. Donc il y a une discussion, effectivement. Moi, j'ai le droit de dire à telle personne, bon, je veux bien prendre ce dossier, mais je ne peux pas vous le traiter à l'AJ. Donc à ce moment-là, on fait un accord. Oui. L'accord, c'est quoi? C'est très simple. Je serai payé qu'à partir du moment où vous aurez perçu votre indemnisation. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on fait une convention d'honoraires. Prévoit l'honoraire fixe sera de temps, l'honoraire de résultat, parce que quand il y a une convention d'honoraires, on peut aussi prévoir une clause pour les honoraires de résultat. Et puis, au fur et à mesure, on voit si je perçois une provision, une avance, on va dire, déjà, cette avance va permettre de couvrir une partie de mes honoraires, le reste c'est pour vous. Et puis, au fur et à mesure et à la clôture du dossier, on règle les choses comme ça a été prévu dans notre convention. Il ne faut pas rester dans ce coin en se disant j'ai pas d'argent, donc je ne peux pas payer un avocat. Voilà, c'est ça. C'est ça, il faut. Et puis, c'est quand même une matière humaine, quoi. On peut pas. C'est pas des affaires qu'on brasse. Donc, personnellement, moi, je suis tout à fait dans l'écoute et la compréhension, la volonté d'accompagner les gens. Et puis, voilà. L'honoraire n'est pas une priorité. En tout cas, quand on rentre dans ce type de matière, c'est pas la priorité. Le côté humain doit être. C'est le côté humain, voilà. L'empathie, le côté humain, voilà. Vous savez, le premier échange téléphonique que j'ai eu avec vous, dans le dossier que je vous présentais, tout de suite, le côté humain, l'empathie a été mis en avant. Oui, je suis comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette matière, d'ailleurs, parce que on accompagne des gens qui sont dans de la souffrance. C'est déjà tellement difficile de gérer un peu son corps, gérer la souffrance, ses soins. Donc, la paperasse, c'est bien, on confie à l'avocat le soin de faire la paperasse, de mener le combat. Bien sûr, ça se fait en partenariat, parce que si le client ne me donne pas ses pièces, je ne peux pas les avoir sans lui. Donc, c'est aussi la difficulté. Rapport aux confiance. Voilà, tout à fait. Il doit tout mettre sur la table. Oui. Et comme on dit chez nous, menti bas docteur, maladie pas qu'à gérer. C'est beau. Donc, il doit tout dire à l'avocat. Oui, il faut un rapport de confiance. Ça, c'est indispensable. Parce qu'on ne peut pas travailler, on ne donne pas le meilleur de soi-même quand ce rapport-là n'existe pas. Et en général, c'est assez drôle parce que quand je reçois quelqu'un, ça fait quand même 20 ans de bar, j'arrive à percevoir à l'avance, je me suis dit, ça va mal se passer. Et en général, ça ne loupe pas. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. C'est une réalité de la vie. Oui. Donc le mieux, c'est le premier contact.
qui passe. Tout à fait, tout à fait. Et à partir de là, vous savez si vous allez vers le néant, vers la catastrophe, ou si vous pouvez tomber sur quelqu'un qui, dès le départ, s'imagine qu'on peut obtenir une réparation sur quelque chose qui est inventé. Ce que les gens ont du mal à intégrer, c'est le temps long. C'est vrai qu'en matière de dommages corporels, ça peut être assez long. Ça peut être assez long. Très long. Ouais. Et une des procédures qui est assez longue, c'est bon, quand on sort, hein, là, pour parler un petit peu des infractions, là, les gens qui subissent des agressions, là, c'est très, très long. C'est très, très long parce qu'il y a d'abord, s'il y a une instruction, donc il y a d'abord l'instruction, clôture de l'instruction, il faut attendre que ça passe aux assises, il faut après voir les intérêts civils, etc. Il y a différentes voies, mais c'est vrai que c'est assez long. D'où l'expression « où l'on connaît la justice ». Vous la connaissez? Non, je ne connaissais pas, mais bon. Ah, la justice, elle est longue. Hein? Oui, mais il faut aussi se donner les moyens d'une justice de qualité. Et ça ne se fait pas dans la précipitation non plus. Hein. Ni dans l'émotion. Voilà, tout à fait. Ni dans l'émotion. Donc, l'important, c'est de toujours avoir un dossier en béton. Ça, c'est essentiel. C'est vraiment les pièces du dossier, mais il faut aussi, parce qu'il y a un accompagnement qui permet un petit peu de guider les gens sur la manière de valoriser aussi leur dossier. Donc, voilà, les examens qu'il faut faire complémentaires. Ça, c'est important d'avoir un dossier, effectivement, qui soit bien complet, qui ait dedans les pièces qui valorisent votre préjudice, hein, qui permettent de caractériser votre préjudice. Ça, c'est important. En matière de dossier, vous savez, quand ils ont fait le retrait du ticket de caisse, ça a fait titre chez moi, je me suis dit, il y a un souci là. Avec le ticket de caisse, vous pouvez faire la preuve que vous avez consommé tel produit, acheté en tel endroit, qui vous a donné telle conséquence. Ouais. D'où l'intérêt de toujours conserver ces tickets, restaurants et autres. Oui, c'est sûr, bien, oui, c'est vrai. D'où le fait de ne jamais acheter si on ne peut pas vous donner un ticket. Alors, c'est difficile, hein, c'est difficile dans nos pratiques, ouais. Mais c'est tellement fort lorsque vous voulez le brandir. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on ne pense pas forcément qu'il pourrait y avoir une complication. Personne ne peut savoir. Tout à fait. On a été au restaurant, bien mangé, bien bu. On arrive à la maison, on dit dites, hospitalisation et autres. Mais tant que vous n'avez pas entendu ce mot-là. Je tiens à ce que tous nos mots locaux soient utilisés en permanence. Et à partir de là, vous arrivez devant votre avocat, vous dites voilà, j'ai mangé dans tel restaurant, j'ai subi ça, j'ai été hospitalisé, ça et ça. Ouais. Et là, on peut se retourner contre le restaurateur. Oui, enfin, si toutefois on arrive à établir le lien, évidemment, de causalité, hein, parce que bon, c'est pas toujours évident. Et si on n'a pas les éléments, si on n'a pas la clé on est d'accord. pour faire démarrer le camion. On est d'accord. Oui. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de... Et souvent, on n'y pense pas. C'est vrai. Souvent, on n'y pense pas. Ouais. Mais oui, il faut les gens, souvent, effectivement... Même les tickets de pharmacie, tout ça, il faut garder parce que bon, il y a ce qu'on appelle les dépenses de santé, même si c'est 3 € sur chaque ticket de pharmacie qui reste à votre charge, mais on peut les récupérer, ces 3 €-là. Donc, il faut conserver tous les justificatifs, il faut conserver. Toujours avoir chez soi un bon dossier médical. Tout à fait. Et à la limite, les scanner pour vous simplifier la tâche. Oui, on travaille avec des outils modernes. Hein. Mais bon, j'ai des clients qui viennent avec un gros classeur, ils mettent tout déclassé, bien rangé. Là, quand on a des clients comme ça... C'est l'idéal. C'est l'idéal. Hein. Bon, j'ai aussi des gens qui arrivent avec des cabas et tout est dans un fouillis. Moi, ça on doit passer des heures et des heures à classer, à trier. Bon, ça fait partie aussi. Oui, mais ça fait partie de notre vie. Hein. Ouais. Mais malheureusement, ce cabas,
on a tendance à l'oublier. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est ça tout le problème de chez nous. Bon, alors, aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe devant les tribunaux. On peut arriver trop tard. Il y a prescription. Alors, en matière de responsabilité médicale, c'est 10 ans. Dire. Alors, mais c'est 10 ans à compter de la consolidation du dommage. C'est-à-dire que si telle année, mais c'est à partir de la date de guérison que les 10 ans commencent à courir. Donc, ça reste quand même intéressant. Et puis, il y a aussi l'aggravation aussi, hein, parce que, bon, des fois, on n'a pas forcément fait au départ, mais s'il y a quand même une dégradation, une aggravation de l'état de la personne, hein, en lien avec ça, il y a matière à réouverture. Donc on a intérêt à tout noter. Oui. Tout noter. Des fois on se dit, bon, j'ai pris un coup comme ça sur le doigt, puis 10 ans après, on s'aperçoit que... Et puis on oublie. Donc Oui. c'est ce que je dis aux gens. Vous prenez un agenda et puis vous notez au quotidien tout ce qui se passe, tout ce que vous subissez, toutes les répercussions dans votre vie quotidienne, parce que quand on va en expertise, il faut Donc vous préparez un mémoire. présenter ces éléments-là. Donc vous préparez un mémoire à présenter à l'expert. Alors, Pas vous, hein. on prépare avec le client, on prépare ce qu'on appelle des doléances. Oui. C'est-à-dire, à ce jour, l'expert demande toujours ça, à ce jour, de quoi vous plaignez-vous? Donc, il faut pouvoir dire, effectivement, voilà, j'ai encore telle séquelle. Je suis là, ainsi de Et suite. aussi, effectivement, de toute façon, nous, on prépare en amont les justificatifs des préjudices. Hein. Par exemple, il faut justifier la personne chez elle quand elle est de retour au domicile après l'hôpital. Elle ne peut pas se mouvoir, voilà. Il y a la famille qui aide, ça s'appelle de l'assistance tierce personne. Mais ça, c'est très important. Hein. Donc, il faut en justifier, il faut noter les personnes qui ont aidé, ce que les personnes ont aidé. On m'a amené 10 fois chez le médecin, 10 fois à l'hôpital. On a fait pour moi à la place le repas, on a nettoyé la maison à ma place, on a fait à manger, Ce sont etc. des détails qui comptent. Ça, c'est important. C'est très important et ça s'indemnise, donc c'est pas à négliger. Et souvent, on s'imagine que c'est simple. C'est complexe. C'est une matière qui est quand même assez technique et complexe. Hein. Et puis en face, on a quand même des assurances qui sont quand même assez aguerries. Hein. Donc, Tatillonne pour vous embêter. Il ne faut pas aller tout seul, hein, ça c'est sûr. Hein. Il y a des choses qu'il ne faut pas louper. Il ne faut pas louper son expertise, parce que quand on a une mauvaise évaluation, on a une mauvaise indemnisation à la fin. Donc, il ne faut pas louper l'expertise en général. Donc, il faut se faire accompagner à l'expertise. Moi, je vais aux expertises avec mes clients. C'est très important. L'expertise, ça doit être préparé, parce qu'il faut apporter à l'expert tous les justificatifs de ce qu'on prétend, de manière à ce qu'il puisse consigner ça dans son rapport et qu'il dise, bon, effectivement, c'est constitué tel préjudice. Dernier point, un expert qui est nommé et qui ne bouge pas. Ça, en ce moment, c'est pas facile d'avoir les experts. Comment ça se passe? Alors, c'est très compliqué parce qu'on n'en a pas beaucoup, déjà. Si je parle pour la Martinique. On n'en a pas beaucoup et ils sont surchargés. C'est vrai qu'ils sont très sollicités, ils se retrouvent avec beaucoup de dossiers. Donc, très souvent, on attend un peu plus longtemps, mais bon, ça finit par se faire. Après, oui, s'il y a un expert qui n'est pas disponible ou qui n'est pas diligent, on demande au juge chargé du suivi des opérations d'expertise d'en désigner un autre, en justifiant, bien entendu, des motifs. Hein. Il faut quand même avoir des motifs valables. Mais le seul motif valable, c'est que lui, après avoir été informé, n'a jamais consulté. Oui, non, c'est pas que ça. En tout cas, qu'il a été désigné pour une mission. On lui a écrit 10 fois en lui demandant de fixer une date. Et ça n'avance pas. Donc, effectivement, on demande à ce moment-là la désignation de notre expert. Ce qui rallonge un peu la sauce.
tout ce qui coince rallonge malheureusement la durée de la procédure et il y a quand même beaucoup de considérants qui font que ça sont des procédures longues. Oui, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec vous, de vous écouter pour comprendre. On arrive à la fin de l'émission. Je ne vais pas vous demander de conclure, parce qu'on est encore devant la procédure. Oui. Mais au moins, présentez votre rapport. Écoutez, j'ai été très heureuse. Je vous remercie d'abord de cette invitation. Je suis très heureuse d'échanger avec vous. J'espère avoir pu apporter des éléments de compréhension et puis motiver aussi les gens qui ont effectivement des problèmes de prise en charge médicale à prendre le taureau par les cornes, à faire valoir leurs droits. On a prévu des choses, il y a des dispositifs qui ont été prévus par le législateur pour accompagner les gens, pour les défendre, pour qu'ils soient indemnisés de ce qu'ils ont pu subir alors qu'ils n'ont rien demandé. Il faut utiliser ces dispositifs-là parce que un accident médical, un accident de la route aussi, ça peut avoir des conséquences graves. On peut se retrouver sans emploi, on se retrouve sans salaire. On a une famille aussi derrière. Donc, il faut mener le combat et puis il faut aussi le faire par principe pour que les établissements qui sont censés s'occuper de notre santé le fassent le mieux, de manière optimale, j'allais dire. Voilà. C'est un plaisir partagé et surtout éviter d'aller, j'ai entendu cette semaine encore, lancer un coup de gueule sur une radio, alors que c'est CICEP, l'hôpital ayant commis une faute, d'aller voir un avocat et à signer. Tout à fait. Oui, faire ce qu'il faut. Parce que là, malheureusement, nous avons encore cette tendance à penser que la radio, le fait d'avoir mis ça sur les ondes, que tout est réparé. Alors, c'est une tendance générale. Maintenant, les gens, on va sur YouTube, on fait une vidéo, et puis on a l'impression qu'on a contribué à la chose. Mais on est arrivé. C'est vrai. Oui. En tout cas, merci encore. Merci à vous. Et puis, nous disons aux gens, il y a des instances, nous avons des professionnels, nous avons des avocats. C'est vrai, il y a des avocats, de vrais avocats. Il y a des avocats vinaigrettes qui vont pas vous mener, qui vont vous mener à bateau. Aujourd'hui, vous avez là en votre présence une avocate qui a pour mission de vous défendre par rapport à tous vos dégâts corporels et autres. N'hésitez pas et puis merci encore, à très bientôt.